la péninsule bretonne est restée longtemps un petit peu en retard. Il faut remonter tout simplement à la source, en 1842. Voilà, vous êtes encore un petit peu des sauvages. On voit des textes importants là-dessus. Ça donne un peu le ton de ce que peuvent dire aussi ces journalistes. Pas question d'aller se perdre dans les landes sauvages d'une Bretagne lointaine et arriérée. Saint-Brieuc sort de sa réserve, si je puis dire, à partir de 1856. On se rend bien compte qu'il va falloir du biscuit. On a l'impression que la voix des centristes, entre guillemets, Gaudéac, Quintin, était plus entendue que celle des nordistes. C'est un feuilleton à suspense. De la locomotion d'avant la locomotive, il nous reste les images de diligences, de malle-poste ou de calèches tirées par des chevaux. On s'arrêtait de relais en relais, dans des auberges qui attendaient le client, avec la table d'hôte, dans une ambiance un peu folklorique, avec 2 ou 3 classes dans la diligence. Les 3 classes dont a hérité le réseau français ferroviaire, c'est les 3 classes, les 3 tarifs qu'il y avait dans la même diligence, là-haut, dedans, à l'abri de la pluie, etc. Bon, on a repris ce modèle-là. Alors au milieu du XIXe siècle, les voyages entre la Bretagne et Paris ne se comptent pas en heures, mais se comptent en jours. Alors ça va de 43 à 70 heures selon les moyens que l'on prend, mais l'échelle du temps n'est pas la même que celle que va apporter ensuite le chemin de fer. Pour mesurer l'enjeu de l'arrivée du train à Saint-Brieuc, il faut remonter à plus de 150 ans. C'est avec Georges Ribeil et Alain Cornu, tous 2 spécialistes de l'histoire ferroviaire, que commence ce voyage dans le temps. L'épopée du chemin de fer s'écrit dès 1830 avec la mise en place d'un réseau de grandes lignes conçu par Alexis Legrand, qui règne alors sur les ponts et chaussées. C'est le premier schéma directeur des lignes à grande vitesse de l'époque. Les trains, Étoile Legrand, qui vise à tirer des rênes du gouvernement. Le mot est fort, la rêne politique. On va contrôler la périphérie extrême, les frontières terrestres et les ports. Tout ça avec une arrière-pensée un peu militaire de protection de l'ennemi. Les ingénieurs des ponts chaussées sont des jacobins. Toutes les routes nationales partent de la 1, la 2, la 3. C'est un système rayonnant, hérité de Napoléon Ier. Soucieux de faire valoir ses prérogatives, l'État entend aussi contrôler l'influence des compagnies ferroviaires. Redoutant, à juste titre, la montée en puissance de ces compagnies ferroviaires, grande puissance financière, politique et médiatique, eh bien on va appliquer le principe diviser pour mieux régner. La place naturelle de la capitale, c'est d'être au centre de la toile d'araignée, qui est une étoile donc de ligne de radiale qui ne se rencontre pas, qui ne se touche pas. À chaque grande artère, sa gare parisienne, donc d'emblée, segmentation, cloisonnement. Ce qui vaut à Paris la bizarrerie extraire d'avoir une gare du Nord et une gare de l'Est, séparées par 500 mètres, mais ça c'est le partage du gâteau, du camembert en portions étanches, et au centre, le ministère rayonnant, triomphant. Laurent Goulaine prépare actuellement un ouvrage sur l'arrivée du train en Bretagne. Pour lui, le constat est simple, l'Étoile Legrand ignore tout, ou presque, de la Bretagne. En 1842, quand est prise la décision de faire un réseau ferré national, donc sort un premier projet avec un certain nombre de lignes qui sont écrites, et concernant la Bretagne, il n'y en a pas, si ce n'est une ligne de Paris à l'océan qui devrait passer par Nantes. À l'occasion des discussions sur cette loi du 11 juin 1842, va intervenir pour les Côtes du Nord le député Clébizouin, et qui va réclamer une ligne de Paris à Brest. Votre Briochin, le député de ce département, a été le fer de lance auprès des parlements au nom d'une justice distributive du territoire. Argument français toujours. Le service public ferroviaire doit atteindre
les préfectures, puis les sous-préfectures, puis les chefs de canton. L'idée de justice distributive, c'est tout simplement qu'à partir du moment où les Bretons, comme les autres, payent des impôts, en retour, ils peuvent attendre effectivement d'avoir les mêmes équipements que le reste de la France. Nantes se trouve donc reliée à Paris dès 1851, grâce au dynamisme de la compagnie Paris-Orléans, tandis que vers Rennes et Brest, les investisseurs se font attendre. Au niveau de la ligne Paris-Brest, on est toujours à Chartres. On ne trouve pas de concessionnaire intéressé pour aller vers l'ouest. Alors ici, ce sont quelques-uns, puisque ce ne sont pas les seuls concessionnaires anglais qui vont apparaître en 1851 dans l'histoire de la ligne. Ils sont 5 ou 6. Et ces concessionnaires anglais, ce sont eux qui ont débloqué la situation. Ils vont financer le reste de la ligne de Chartres jusqu'à Rennes en amenant 12 millions, donc 12 millions qu'ils vont prêter à l'État pour qu'il termine la ligne, et ils vont eux ensuite l'exploiter. C'est eux qui seront les fondateurs de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Alors c'est effectivement tout le paradoxe, puisque un des arguments répétés à l'envi en Bretagne pour obtenir un tracé auprès des côtes, c'est de se défendre effectivement de l'ennemi héréditaire qu'est l'anglais. Et il est vrai que ce à quoi on ne s'attend pas, c'est que les Anglais débarquent effectivement, mais pas par les côtes, mais par le chemin de fer en arrivant à Rennes en 1857. Parmi les grandes compagnies ferroviaires, la Compagnie de l'Ouest fait figure de parent pauvre. Donc cette compagnie de l'Ouest naît tardivement, et moi qui me suis intéressé aux cultures de réseau, le Nord, le Paris-Lyon-Méditerranée, le Paris-Orléans, où il y a une culture de réseau, on dirait aujourd'hui une culture d'entreprise, très marquée. La compagnie de l'Ouest n'a pas de culture d'entreprise, parce qu'elle a été faite de briques et de brocs, d'assemblage de morceaux disparates. Elle est la fusion de 6 autres compagnies, avec pas forcément des intérêts toujours convergents. Il est vrai que pour d'autres lignes où là il y a vraiment un financier, si on prend la ligne du Nord avec de Rothschild par exemple, un financier clair et net, affirmé et puis avec des objectifs clairs et précis, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Alors tout ça, ça explique bien qu'au fond, l'Ouest, la péninsule bretonne, est restée longtemps un petit peu en retard par rapport à l'évolution générale. Paris-Lille, Paris-Lyon-Marseille, qui sont très vite, Paris-Bordeaux, qui sont des lignes vite construites, vite exploitées et intéressantes et rentables. En 1857, l'inauguration de la gare de Rennes donne lieu à 3 jours de liesse et de festivités grandioses, mais une question reste en suspens. Cette ligne de Paris à Rennes aura-t-elle un jour un prolongement ? Dans le cas breton, donc initialement on dit écoutez, Rennes c'est déjà pas mal, on s'arrête à Rennes. Il y a donc des raisons au début politiques, et après des raisons économiques, financières, et on pourrait rajouter des raisons techniques et géographiques, c'est-à-dire au fond, c'est des chantiers qui ne sont pas simples, qui coûtent très cher, puisque il y aura beaucoup de pentes de 10 pour 1000, 10 mètres par kilomètre, ce qui est une pente très forte par rapport à la moyenne générale qui était de 6 pour 1000. Dans les études techniques de l'époque, la Bretagne est décrite comme un pays montagneux et le ministre des Travaux publics se retranche derrière cet argument topographique imparable. Pour lui, c'est impossible de réaliser des lignes de chemin de fer en Bretagne. Au-delà des problèmes politiques, il y a les problèmes, la vision des financiers. Ils savent très bien qu'au fond, il n'y aura pas, c'est pas des lignes très rentables, ils ne seront pas rentables. Donc, un peu d'inertie, on ne bouge pas. Pas question d'aller se perdre dans les landes sauvages d'une Bretagne lointaine et arriérée. Ça n'a aucun intérêt. On s'interroge d'autant plus sur l'intérêt d'amener le train en Bretagne que les Bretons disposent d'un autre moyen de transport qui vient d'être ouvert à la navigation en 1842. Comme le canal de Nantes à Brest vient d'être achevé, il est vrai que, vu de Paris, ça semble assez logique que finalement on amène le train à Nantes en Bretagne et que de là, on peut tout à fait prendre le canal pour rejoindre Brest. C'est vrai qu'on avait beaucoup investi dès le Premier Empire dans le schéma des canaux bretons, qui est un projet important, qui a appelé des chantiers gigantesques.
Et effectivement, ça peut contribuer à dire, après tout, vous avez des canaux, ça suffit, vous avez quelques routes qu'on va aménager, débrouillez-vous avec cela. Malgré tout, la Compagnie de l'Ouest a pour mission d'étudier un tracé pour faire parvenir le train jusqu'à Brest. La question en fait du tracé est relancée à partir de 1852 à peu près. C'est-à-dire que dans un premier temps, le seul objectif étant d'aller à Brest, on se concentre essentiellement sur des tracés qui longent le canal de Nantes à Brest, au départ de Nantes ou bien au départ de Rennes, et on se rejoint assez vite le canal de Nantes à Brest. On cherche la facilité. On cherche la facilité pour atteindre Brest sans se préoccuper des autres villes qui sont sur le littoral ou ailleurs. On peut dire qu'effectivement, il y a une vision un peu jacobine des premiers tracés. La ligne la plus courte vers les grands ports comme Brest, court-circuitant les villes intermédiaires, préfectures comme Saint-Brieuc, avec aussi un avantage au tracé central, c'est d'être une ligne de plateau, et non pas qu'il doit enjamber de nombreuses rivières avec des ouvrages d'art très coûteux. Donc ça a pesé longuement dans la concurrence entre les tracés. Le tracé central est le plus économique, le plus direct, et les ingénieurs des ponts, ils étaient tentés de cette ligne droite, voilà. Finalement, le projet d'un seul tracé central fut abandonné au profit de deux lignes distinctes, l'une passant par le sud, l'autre par le nord de la Bretagne. Et à partir de 1855, on est déjà dans l'optique d'une ligne nord et d'une ligne sud. La ligne sud étant confiée à la Compagnie d'Orléans avec quasiment la certitude de passer par Redon, Lorient et d'aller jusqu'à Quimper et Châteaulin. Le Paris-Orléans, très influent, très bien implanté en cours, a obtenu la concession du littoral sud, pousse ses lignes jusqu'à Quimper, ce qui a dû quand même, j'imagine, rendre jaloux la partie continentale et nord de la Bretagne, disant « et nous, et nous ». Le chemin de fer est né et s'est développé avec les locomotives à vapeur. La SNCF conserve dans ses archives cinématographiques des reconstitutions d'images mettant en scène la fameuse Crampton construite en 1846. Cette locomotive symbolise les débuts de l'ère ferroviaire en France. Quand cette machine s'est lancée pour la première fois sur les rails, les caméras n'existaient pas. Mais après l'invention du cinéma, les locomotives à vapeur ont été les reines du rail et de l'image. Parmi les roulants, le duo inséparable mécanicien-chauffeur, immortalisé dans le film La Bête humaine, demeure légendaire. Ça fait partie des images fortes du chemin de fer, cette traction à base de locomotives à vapeur, crachant fumée, escarbille, consumant un mécanicien, un chauffeur attitré qui donne corps et âme à la traction, métier valorisant, personnage que ce mécanicien et ce chauffeur, conduisant une locomotive qu'on leur confie un engin tellement sophistiqué qu'on leur dit c'est votre locomotive, vous allez la nourrir, l'alimenter, la brever, la peaufiner, la huiler, la graisser, pour en tirer le meilleur rendement, à tel point que si vous économisez du charbon ou des combustibles, eh bien, il y aura une rétribution de l'économie des graisses et charbon. Voilà, système de carotte. Alors là, nous sommes en train de visionner donc un des ouvrages d'art de la ligne Paris-Brest, plus particulièrement le viaduc sur la vallée de Guédic, donc juste à l'approche de Saint-Brieuc. Et ça a été un des points qui a fait que pendant plusieurs années, les ingénieurs se refusaient à tout passage par Saint-Brieuc parce que, particularité du littoral breton, il y a de grandes et profondes vallées. Ce qui fait qu'en 1856 encore, ils sont en train de déclarer au maire de Saint-Brieuc, qui leur pose la question, que tout a été étudié, mais ce n'est franchement pas possible de passer par Saint-Brieuc. Il y a trop de difficultés techniques à surmonter.
En mai 1855, un décret impérial est promulgué en faveur du passage du train par Quintin. Et c'est à partir de là que les choses vont se cristalliser un petit peu dans le département des Côtes-du-Nord, entre Quintin et Saint-Brieuc. Alors que Quintin paraît avoir cause gagnée, Saint-Brieuc se mobilise pour obtenir le rail. Yolaine Coutantin, directrice des archives municipales de Saint-Brieuc, nous ouvre les registres des délibérations du conseil municipal. Le chemin de fer national, par définition, n'est pas de compétence communale, donc on aurait pu tout à fait imaginer que dans les documents communaux, et notamment les délibérations, on n'ait pas de traces ou peu de traces. Et là, on a trouvé tout un tas de délibérations. Donc Saint-Brieuc sort de sa réserve, si je puis dire, à partir de 1856, le 11 avril. Donc là, c'est une des délibérations vraiment clés, parce que c'est elle qui va mettre en route toute la machine, j'allais dire la machine de guerre, que les élus vont mettre en place pour convaincre de passer par Saint-Brieuc. Et là, on décide de créer une commission, bien entendu, et aussi d'affecter 2000 francs à une étude technique qui pourrait contrebalancer la première étude technique. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il va falloir du biscuit, qu'il va falloir des arguments bien solides pour pouvoir convaincre de l'intérêt de ce tracé. Alors que les ingénieurs envisagent un passage par Plaintel à 12 km au sud de Saint-Brieuc, les élus briochins jettent toute leur force dans la bataille avec des arguments en espèces sonnantes et trébuchantes. Saint-Brieuc va se donner les moyens, effectivement, de ses prétentions en proposant 300 000 francs à l'État pour obtenir le passage par Saint-Brieuc si le tracé en longeant l'impériale numéro 12 est retenu. Alors 300 000 francs, c'est considérable. Les recettes principales de la ville à l'époque, c'est l'octroi, c'est-à-dire les taxes sur les marchandises entrant en ville, principalement les cidres. Cet octroi est théoriquement de 100 000 francs par an. Ça correspond en gros à 3 années de recettes de la ville. Et là, on se rend compte vraiment que la ville a pris toute la mesure de l'importance de ce passage par Saint-Brieuc. Et précisément, ils énumèrent toutes les raisons qui poussent à vouloir ce passage. Donc je vais en lire parce que là, on est sur quelque chose de fondamental. Considérant que le projet de chemin de fer de Paris à Brest, en s'écartant de la route impériale numéro 12, priverait 25 ports de la protection la plus efficace en cas de guerre, qu'il enlèverait aux riches et industrieuses populations du littoral le bénéfice des transports rapides et réguliers, sans lesquels elles ne peuvent soutenir la concurrence, qu'il attaquerait ainsi leur prospérité dans sa base et ruinerait le bien-être acquis par le travail de 100 générations. Il n'y a pas d'exagération. Considérant que, contrairement à toutes les lignes du réseau français, ce tracé se détournerait d'un chef-lieu de département, de 2 chefs-lieux d'arrondissement, de plusieurs marchés considérables pour se jeter dans la montagne et dans les landes, loin de toutes les agglomérations de quelque importance, le chemin de fer de Rennes à Brest ne serait d'une utilité réelle pour personne. Les élus briochins affirment clairement que la ligne Rennes-Brest n'aurait aucune utilité si le train ne passait pas par Saint-Brieuc. Donc là, on a tout, alors avec un style, il faut se remettre dans la rhétorique de l'époque, un style un peu exagéré. On a tout, on a les arguments économiques qui sont les principaux, les arguments militaires également, puisque l'argument pour la ligne centrale, c'était de rallier les 2 places fortes que sont Pontivy et Brest. Et puis donc cette étude technique qui en définitive, dont on a prouvé qu'elle n'était pas irréfutable. Voilà, donc là on est vraiment sur le centre de la bataille, c'est un cri de guerre. Alors, le passage de la ligne par Saint-Brieuc n'était pas un acquis, ça c'est une certitude. Elle a été obtenue de haute lutte, tout d'abord par le conseil municipal de Saint-Brieuc, avec à sa tête M. Bonnefin, avec M. Boulet, avec M. Sébert, avec M. Duclézieux, toutes personnes qui ont agi conjointement pour aller à Paris, proposer leurs requêtes, faire des mémoires, demander à des ingénieurs de travailler sur le passage de la ligne à Saint-Brieuc. De son côté, le préfet des Côtes-du-Nord, le comte Rivaud de la Raffinière, ne ménage pas ses efforts pour imposer le chef-lieu du département comme passage obligé de la ligne. Puisque ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi un des éléments qui fait que le tracé nord sera retenu, c'est que le Conseil général des Côtes-du-Nord et son préfet pèsent de tout leur poids
pour obtenir ce passage-là. Donc ils pèsent de tout leur poids par leurs déclarations sur la richesse du littoral et la pauvreté du centre, d'une part, ça c'est les arguments. Et puis ils vont peser aussi de leur poids en faisant en quelque sorte un référendum local où 4 arrondissements sur 5 vont opter pour le tracé nord, ce qui est logique puisque finalement le seul qui est intéressé par le tracé sud, c'est l'arrondissement de Loudéac. Les autres non. Donc 4 sur 5 sont intéressés plus par le nord. Et ensuite, quand il va sonder dans les communes, 69% de la population des Côtes du Nord est également favorable au tracé nord. Et là encore, de fait, si on regarde la carte du département, on comprendra bien pourquoi. L'autre argument de Saint-Brieuc aussi, c'est que la compagnie elle-même souhaite passer par Saint-Brieuc. Donc c'est un argument décisif. Et le deuxième élément qui n'est pas non plus à prendre à la légère, c'est la visite de Napoléon III l'année suivante, en 1858. Alors que le passage par Saint-Brieuc est encore incertain, la visite de Napoléon III en Bretagne relance la confiance des élus briochins. Ouais, c'est un feuilleton à suspense. Ne perdons pas confiance dans la bonté de notre cause, sachons attendre l'effet de la bienveillance du ministre et comptons sur celle de l'empereur, auquel certainement un rapport favorable sera fait, car on en saurait faire un autre pour un tracé reconnu, le seul bon. Donc voilà, là on est quand même en plein suspense. Et c'est là que donc la visite de l'empereur en Bretagne est annoncée, mais qu'il n'est pas censé venir à Saint-Brieuc, il va à Rennes, il va dans d'autres villes de Bretagne. Du coup, Saint-Brieuc relance, et cette fois-ci il va faire une magnifique missive alambiquée, éloquente, etc., comme quoi le cirage fonctionne toujours. Donc je vais vous lire quelques passages parce que vraiment c'est un morceau de bravoure magnifique. Donc à Sa Majesté l'Empereur des Français, Sire, les habitants du département des Côtes du Nord, vos fidèles sujets, nous ont chargés de vous exprimer les sentiments inaltérables d'amour, de reconnaissance et de dévouement dont leurs cœurs sont pleins pour votre Majesté et pour notre auguste et gracieuse impératrice. Mais nous savons surtout, Sire, que quand il s'agit de procurer gloire, bonheur ou joie à vos peuples, rien n'est impossible à un Napoléon. Nous ne pouvons donc désespérer et nous vous attendons, etc. etc. Alors voilà, c'est amusant parce que finalement, alors il y a la pommade, la dynastie, Napoléon, etc. Il y a des arguments qui sont les mêmes que pour le passage du chemin de fer. Il y a les arguments économiques, il y a les arguments militaires. Le chemin de fer n'est cité nulle part, mais quelque part c'est complètement en filigrane dans la demande de la venue de l'empereur. Là, ils y vont à fond, là, je vous dis, la plaque de cirage, tout ce qu'il faut pour le faire venir. Et alors, là, il paraît s'acculer, mais alors quand l'empereur dit oui, c'est pire, parce que tout d'un coup, en quasiment un mois, il faut qu'ils organisent une venue impériale, et il faut qu'ils trouvent des sous. Et va venir à leur secours un citoyen donc, qui fait partie du conseil municipal, M. Duclézieux, qui va, sur ses fonds propres, prêter la somme de 50 000 francs, déjà considérable, puisque la venue de l'empereur, les dépenses sont prévues à hauteur de 40 000 francs, et en fait feront 72 000 francs. Donc là, pour le coup, vraiment, tout le monde même y met de sa poche personnelle pour cette venue. Ça a bien été compris quand même, hein, qu'il fallait toucher l'empereur et que c'était un préambule nécessaire dans l'espoir de remporter la lutte. Une phrase, prononcée par l'empereur à l'occasion de sa visite à Saint-Brieuc, est retenue avec beaucoup d'espoir par les conseillers municipaux. Ouvrez les guillemets, je n'ai pas encore examiné la question du chemin de fer, mais dites à vos compatriotes que je me sens disposé à tout faire pour une ville qui m'a si bien reçu. Ils sont tellement engagés que dans leur enthousiasme, ils voient une approbation, là où effectivement il n'y en a pas clairement, quoi. À Paris, le 17 mai 1859, le tracé par Saint-Brieuc est soumis au vote du corps législatif. Une majorité écrasante se prononce en faveur de cette option, par 221 voix pour et 11 contre. C'est vrai que c'était le moment où il fallait agir. Alors après, la conjonction de toutes les personnalités qui sont intervenues et tout simplement
on serait tenté de dire le bon sens, a fait que la ligne est passée par là où elle devait passer. Économiquement, il n'était pas pensable à l'époque de faire un tracé qui ferait Montcontour, Quintin, Bourbriac, Morlaix. Bon, voilà. Clairement, Guingamp, Saint-Brieuc avaient d'autres atouts. La construction des 2 viaducs de Guédic et de la Méogon nécessitera 3 ans de travaux qui seront exceptionnellement pris en charge par l'État. Donc l'État dit je mettrai de l'argent dans les terrains, les ouvrages d'art. Et la compagnie construira, mettra en place les rails et exploitera avec ses locomotives. Sans attendre l'avis des ponts et chaussées, la Compagnie de l'Ouest construit en quelques mois la gare de Saint-Brieuc sur 12 hectares de terrains agricoles. Le 7 septembre 1863, la locomotive baptisée la Gauloise fait son entrée en gare de Saint-Brieuc sans tambour ni trompette. Donc chemin de fer qui ne sera pas inauguré d'ailleurs à l'époque parce que la Compagnie de l'Ouest estime que ce n'est qu'un tronçon et qu'une ligne ça ne s'inaugure que quand c'est terminé. À Guingamp, le train arrive au son du biniou et de la bombarde. La fête bretonne de la Saint-Loup avait lieu le même jour. La ligne Paris-Brest sera achevée 2 ans plus tard, en 1865. Le viaduc de Morlaix, bâti au-dessus de la ville, a nécessité des travaux beaucoup plus importants que ceux des abords de Saint-Brieuc. Il y a un vrai questionnement par rapport à ce que c'est que ce chemin de fer. On ne sait pas ce que c'est. Alors après, quand on voit ce que c'est, nécessairement c'est bruyant, ça va beaucoup plus vite que ce que l'on connaît, donc ça peut avoir un caractère effrayant. On a voulu le personnaliser, lui donner une image diabolique, parce qu'il y a tout l'aspect feu, il y a tout l'aspect, entre guillemets, dragon, bref, il y a tout un bestiaire autour de la machine locomotive à vapeur. La locomotive à vapeur intrigue au point d'être vue parfois comme un monstre. Dans l'un de ses recueils de croyances et légendes populaires, Paul Sébillot relate un fait qui se serait déroulé à Caunes. Sébillot va aussi donner comme exemple que des marchandes de cochons donc à Caunes auraient refusé de vendre leurs cochons parce qu'il allait partir par le train et elles avaient peur qu'on le mette dans le feu de la locomotive. Et disons que si on lit la presse nationale, ou soyons plus clairs, la presse parisienne, le train arrive déjà dans la terre de la sainte ignorance, ça donne déjà un petit peu le ton. Et ensuite, si on prend certains récits, on va voir par exemple Paul Féval, écrivain breton, mais habitant Paris, qui va faire ce trajet inaugural de Paris à Rennes, et qui va déclarer qu'au passage à Vitré notamment, il verra les habitants de Vitré encore plus effrayés que leurs chevaux au passage de la locomotive. Et il va encore renforcer le trait en parlant de la bénédiction des locomotives, passage quasiment obligé de chaque inauguration de ligne, où l'évêque, Monseigneur Brosset de Saint-Marc, aurait dit, selon l'auteur, selon M. Féval, que locomotive vade retro Satanas. Alors effectivement, c'est intéressant de voir l'archevêque de Rennes, Monseigneur Brosset Saint-Marc, bénir la ligne dans ces termes. Si ces machines de feu ne devaient sillonner notre pays que pour y apporter une civilisation d'impiété et de corruption, bien loin de les bénir, au nom de la Sainte Église, je les maudirais plutôt, je leur dirais « vade retro ». Alors déjà, il n'y a pas le Satanas, qui est quand même un élément assez important. Et il poursuit sa phrase en disant « Cependant, j'ai pu rencontrer les concessionnaires de la ligne et je vois que ce sont des gens tout à fait chrétiens, qui ont des bonnes intentions et c'est donc sans arrière-pensée que je bénis les locomotives. » Il faudrait voir de plus près s'il y a eu un débat sur ce train, quand même, Second Empire, il est un peu redouté, vu par les régions agricoles, puisqu'au fond, on craint qu'il ne contribue à faire abandonner les campagnes pour les villes. Les villes, vous savez, c'est l'enfer, c'est le stupre, les drogues de l'époque, le vin, l'absinthe, les petits bals, les guinguettes, etc. C'est un monde donc en perdition. À Saint-Brieuc, l'évêque Monseigneur David croit à la prospérité que le train apporte. Mais il craint, selon ses propres mots,
que la rapidité vertigineuse de ces créations si merveilleuses et pourtant si redoutables du génie moderne ne représente un danger pour la vie humaine. Il recommande à ses ouailles de s'écarter de ces chars de feu et de s'en remettre à la protection de Dieu pour s'en prémunir. Dès 1863, avec son accord, l'horloge de la cathédrale se met à l'heure du train. Voilà, c'est dans le publicateur des Côtes du Nord du 12 septembre 1863, donc heure de la gare. Il vient être placé au bureau de la gare une horloge donnant l'heure de Paris. C'est sur cette horloge que se règle le service de chemin de fer. Bon, ça m'intéresse beaucoup puisque je te dis... Il a été placé, alors là, nota, il a été placé au cadran de l'horloge de la cathédrale, 2 aiguilles à minute, une rouge, avançant constamment de 20 minutes 23 secondes et destinée à marquer l'heure de Paris. C'est en majuscule dans le texte, c'est-à-dire celle de la gare. L'autre noire, donc l'autre aiguille, marquera l'heure de Saint-Brieuc. Le chemin de fer a été une révolution même en Europe et dans le monde au niveau horaire, puisque avant, tous les habitants utilisaient l'heure solaire, qui variait de Strasbourg à Paris, à Rouen et à Saint-Brieuc et au-delà. Et pour que les briochins puissent s'y retrouver entre les 2 heures, une aiguille rouge fut installée sur l'horloge de la cathédrale pour indiquer l'heure de Paris. Je ne connaissais pas cette histoire au cœur de la ville, sur la cathédrale. D'autres exemples de ce montage, l'on signifie qu'il y a une heure parisienne qui n'est pas la même et qu'elle soit montée sur un édifice religieux. Bon, ça prouve là que quand même il y a une certaine connivence entre l'évêque et le chemin de fer pour faciliter les choses. Voilà, je suis un peu stupéfait. Dès sa mise en service, le train apporte du nouveau à la vision du monde. Le succès est immédiat. Il est immédiat, cet impact-là, tout particulièrement dans les Côtes du Nord, entre Saint-Brieuc et Guingamp, puisque c'est le seul tronçon, je le rappelle, qui a été ouvert dès 1864 à double voie. Et s'il a été, c'est parce qu'il y avait un vrai trafic important entre les 2 agglomérations, puisqu'entre Rennes et Brest, il n'a été mis à double voie qu'à partir de 1899. Alors c'est vrai que c'est fondamental. Pour moi, l'arrivée du chemin de fer, c'est le grand événement du 19e, 20e siècle sur Saint-Brieuc, avec l'arrivée des industries, donc tout un tas d'industries, les pinceaux, la métallurgie, etc. Tout un tas de choses se mettent en place. Les banques commencent aussi à... Banque de France, Crédit National, se mettent en place aussi dans les agglomérations dès que le train arrive. Les chambres de commerce se créent quand elles n'existaient pas déjà. Donc il y a un développement de l'ensemble de l'activité économique qui va être doublé ensuite dès la fin du 19e par l'arrivée du tourisme. Les affiches ferroviaires qui sont réalisées par les compagnies, pour les compagnies, va créer un réel engouement. De façon concomitante et à mon avis aussi important que l'arrivée de la ligne nationale dans la ville, c'est le raccordement avec le port du Légué. Le fait de pouvoir rallier encore une fois les voies maritimes et les voies terrestres et de faire de cette ville un carrefour a été très important. Et aussi quand même pour le département, que ce chef-lieu de département prenne un petit peu sa place et prenne un petit peu son envol grâce à cette arrivée. Alors la ligne du Légué, plus largement, alors elle est demandée initialement par les communes de Saint-Brieuc et de Quintin. Au moment où on est déjà en train d'envisager une ligne qui va de Saint-Brieuc à Napoléonville, puis de Napoléonville à Auray, puis Lorient. C'est donc en réalité un prolongement naturel qui irait de l'océan Atlantique, à la Manche. Donc là, cette demande, elle est faite en 1868, elle arrive au Conseil général en 1869. Après de nombreuses péripéties, cette ligne de 3,5 km reliant la gare de Saint-Brieuc au port du Légué ne sera mise en service qu'en 1887. Finalement, un dernier tracé va être retenu par l'État, tracé qui va nécessiter de passer sous la tour de Cesson par le biais d'un tunnel. Et puis le 17 juillet 1883, la Compagnie de l'Ouest est déclarée concessionnaire de la ligne
et à partir de là doit reprendre à son compte les travaux. Alors là, c'est vraiment relié tout le commerce qui arrive au port du Légué, les bois du Nord, les charbons, avec tous les travaux de la modernisation du port du Légué qui vont se faire à partir de la fin du 19e et qui vont permettre d'augmenter le transport. Puis également des transports de personnes avec des lignes qui allaient vers Jersey, etc. Là, on a vraiment un port qui lui aussi prend sa place à l'intérieur des ports du département. En 1908, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest ayant fait faillite, l'État la rachète pour l'intégrer dans son réseau. Le 1er janvier 1938, suite à une proposition du Front populaire, est créée la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF. L'âge d'or de la traction de la vapeur en France connaît son apogée entre 1900 et 1950. À l'époque, les automobiles étaient encore rares et le voyage en train avait un côté exceptionnel. Pierre Coquille, un passionné de train et de cinéma, immortalise en 1950 ses vacances bretonnes et nous fait partager son vagabondage ferroviaire. Le déplacement en train à vapeur avait alors un parfum d'aventure. Le déhanchement et les trépidations de la locomotive et des wagons, les panaches de fumée et les lâchers de vapeur, tout contribue à créer une ambiance difficile à imaginer aujourd'hui. La création du chemin de fer départemental à partir de 1905 fait de Saint-Brieuc un nœud ferroviaire très animé. À partir du moment où la ligne Paris-Brest a été ouverte, quelques 30 ans plus tard, les lignes du chemin de fer départemental ont achevé de rendre un rôle important à la ville de Saint-Brieuc, un véritable nœud ferroviaire, une plaque tournante à dire vrai, puisque les lignes départementales de Saint-Brieuc rejoignaient la côte par Plouha-Paimpol d'un côté, Matignon de l'autre, Montcontour, donc de là aller dans tous les coins du département. Et donc là, c'est le réseau d'intérêt local qui est connu dans le Côte du Nord pour avoir suscité un des plus grands réseaux départementaux, le fameux réseau des Côtes du Nord, où se distinguera l'incontournable ingénieur des ponts, Harel de la Noë. Harel de la Noë a conçu et bâti un véritable réseau ferroviaire départemental dont le cœur était Saint-Brieuc. Les travaux de ce bâtisseur hors pair se distinguent par les ponts et les viaducs. Il transforme aussi la physionomie de la ville avec les boulevards suspendus. Dès le départ, on voit apparaître dans les colonnes des journaux nos petits trains, nos petites lignes, les petits cheminots également, mais pas du tout avec une connotation péjorative à l'époque. C'est pour la différencier tout simplement des grandes lignes qui existent depuis finalement assez peu de temps. Le petit train, on commence à en parler à la fin du 19e siècle. Les grandes lignes sont arrivées en 1863, donc il n'y a jamais qu'une petite quarantaine d'années que ça vienne d'arriver. Elles sont aussi de l'ordre de la nouveauté encore. Et pour bien différencier effectivement les deux, on parle très rapidement de petites lignes ou de petits trains. Ce qui caractérise le petit train, c'est la voie métrique. L'écartement de ces rails est de 1 mètre, alors que l'écartement sur les voies normales est de 1,44 m. À l'occasion de ses vacances bretonnes, Pierre Coquille filme son voyage d'un train à l'autre. Une fois arrivé à la gare de Saint-Brieuc, il descend du Paris-Brest pour monter dans le petit train qui assure la correspondance vers Saint-Quay-Portrieux.
À propos de ce train, qui faisait la côte et s'arrêtait partout, Louis Guilloux écrit dans Ma Bretagne « Quelle admirable occasion de rêver sans fin, tout en s'abandonnant à la contemplation tantôt des vallées, que nous franchissions sur des petits ponts légers, que nous appelions des œuvres d'art, tantôt le regard perdu sur la mer, comme c'était le cas à Binic, à Saint-Quay, Étable et plus loin encore avant d'arriver à Paimpol. » Dans son récit « L'herbe d'oubli », il ajoute que ses voyages avaient pour lui un air de Far West. Harel de Lanoë disait en 1904 vouloir mettre le rail en contact avec l'eau pour faire de Saint-Brieuc le point de départ des touristes attirés par la beauté des paysages. Chemin de fer, chemin de mer, l'expression prend ici tout son sens, avec le train qui amène les voyageurs au plus près des plages, comme en témoignent ces images tournées par Yves Jarreau. En 1948, un autre cinéaste, Guy Le Morvan, a filmé le parcours du petit train sur la ligne du phare, sur la rive gauche du port du Légué. Donc la ligne du phare a été ouverte le 1er mars 1906 pour les voyageurs, le 1er octobre pour les marchandises, et elle a perduré jusqu'au 31 décembre 1948. Alors la ligne du phare, c'est un embranchement de la ligne de Saint-Brieuc à Plouha. Donc cet embranchement va se faire à l'extrémité du célèbre viaduc de Souzin qui, d'une part, donnera le passage à la ligne Saint-Brieuc-Plouha et ensuite à la bifurcation en direction du phare du Légué. Alors la ligne était déjà désirée par les Briochins pour son caractère balnéaire. C'est clairement les motivations qu'ils avaient pour aller au plus près des plages. Leur plage, entre guillemets, qui se trouvait en réalité sur le territoire de la commune de Plérin, c'est-à-dire Lens-aux-Moines, Lens-à-la-Vierge et les plages de Saint-Laurent. La ligne du phare a été une ligne très très vivante, avec évidemment la joie qui nécessairement était de mise quand on allait au bord de la mer. Donc c'était un train de plaisir, comme on les appelait à l'époque, au-delà d'être un train de travail, mais ça a été vraiment les deux. Après 50 ans de bons et loyaux services, le chemin de fer des Côtes du Nord a disparu du paysage aux grandes dames des voyageurs et des cheminots, très attachés à leur mythique petit train. Le 31 décembre 1956, le dernier voyage de la Corpé-Louvet numéro 40 sur la ligne Saint-Brieuc-Paimpol marque la fin de toute une époque. Après le démantèlement du réseau des Côtes du Nord, la locomotive numéro 36 a été entreposée sur l'esplanade du boulevard Charner à Saint-Brieuc. Laissée à l'abandon, elle échappe de peu à la casse grâce à Henri Dupuis qui la récupère en 1971. Il aura fallu près de 6000 heures de travail pour lui redonner vie. Elle appartient au musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français de Valmondois dans l'Oise. En 2005, la 36 a repris exceptionnellement du service sur cette aire d'origine pour fêter le centenaire de la naissance du chemin de fer départemental sur le site de Bouteville à Langueux. C'est sur cette note que s'achève ce voyage d'un train à l'autre au moment où le TGV numéro 8660 entre en gare de Saint-Brieuc. En conclusion de tout ça, c'est que le train qui passe en dessous de nous actuellement, il y a 150 ans, la locomotive La Gauloise arrivait à Saint-Brieuc et depuis
l'économie de la Bretagne, et la Bretagne a pris un essor qu'elle doit aussi essentiellement au chemin de fer.